propose de continuer maintenant avec une interview, celle de Daniel Ball, qui est directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous allons voir ensemble comment replacer l'entreprise au cœur de la transformation de la société. Daniel, je vous en prie, venez me rejoindre. Que vous préférez. Alors Daniel, bonjour. Bonjour Barbara, bonjour à toutes et à tous. Peut-être quelques mots pour vous présenter, représenter un peu le contexte général finalement. Je vais présenter peut-être Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est une entreprise qui regroupe 14 et 18 fédérations de crédit mutuel sur le territoire français. On est en France, on est également en Europe. C'est 77 000 collaboratrices et collaborateurs, essentiellement dans les métiers de la banque, mais également de l'assurance, la banque de détail, mais également la banque de gros, avec quelques filiales, notamment en Allemagne, sur le crédit à la consommation, ou en Europe, avec Cofidis également. Alors vous êtes effectivement, on le voit, 9e plus grande entreprise française. En résultat, un Français sur 5 et une entreprise sur 3. Donc vous regroupez quand même beaucoup de monde. Oui, nous avons beaucoup de clients, c'est important. Grosso modo, près de 20 millions de clients sur l'Europe, dont majoritairement en France, puisqu'on réalise 80% de nos revenus en France, 20% dans le reste du monde, mais essentiellement en Europe, avec une focalisation sur le pays voisin qu'est l'Allemagne. Comme dit, nos activités sont effectivement dans la banque. Il faut être bien de le dire, nous sommes vraiment un acteur important du financement de l'économie réelle par rapport aux particuliers, mais également les entreprises. Notre plus grosse filiale est le CIC. Et le CIC a vraiment une fibre entrepreneuriale extrêmement forte, et ce qui nous permet aujourd'hui d'être le banquier d'une entreprise sur 3 en France. Alors on parle beaucoup de transition aujourd'hui. La plupart des entreprises sont volontaires, mais dans les faits, on voit quand même que toutes n'avancent pas à la même vitesse. Oui, l'entreprise doit d'abord être volontaire. Mais je suis convaincu que l'entreprise aujourd'hui a certainement le pouvoir le plus fort pour transformer la société. Les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, chacune et chacun, chaque consommateur a un rôle à jouer, mais l'entreprise a le maximum de leviers pour transformer la société, pour aller vers une société plus juste et plus durable. Elle en a le pouvoir, et je considère même qu'elle en a un peu le devoir, parce que l'entreprise fait quand même partie aujourd'hui de l'écosystème. L'entreprise a bien sûr une responsabilité dans le sens où elle doit produire, dans le sens où elle doit apporter des services, dans le sens où elle doit apporter la satisfaction aux clients. Mais en même temps, l'entreprise est un lieu de cohésion sociale, un lieu de développement, un lieu d'échange. Et ça lui donne ainsi le pouvoir de transformer la société. En tout cas, dans notre groupe, chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous le vivons vraiment comme ça. C'est, je pense, aussi le point de vue des consommateurs. Aujourd'hui, ils attendent des marques, des banques aussi, mais d'être à leur côté, en fait, au quotidien. Oui, on nous dit souvent, nous sommes entreprise à mission. Nous avons été la première banque française à opter pour le statut d'entreprise à mission qui a été institué par la loi Pacte. Et parfois, on nous dit, mais le client, ce n'est pas son sujet. Moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, c'est son sujet, parce que chaque fois qu'on transforme, chaque fois qu'on agit pour le bien commun, finalement, ça sert à tout le monde, y compris au client. Le client également fait des choix. Je veux dire, lorsque je vais dans telle banque ou dans telle banque, je le fais parce que j'en ai entendu parler, parce qu'elle a une bonne réputation, parce que je pense y retrouver un bon service, je pense y obtenir de bonnes conditions, mais peut-être également par rapport aux valeurs que cette entreprise et plus particulièrement cette banque renvoie. D'où l'importance d'abord de travailler dans ce sens du développement pour une société plus juste, plus durable, mais en plus de le faire savoir. Et le faire savoir, notamment nous le faisons savoir en communiquant, en donnant des preuves. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes très engagés. Ça va aller ? Oui, merci. Pardon, petite quinte de... merci beaucoup. Quels sont finalement les freins aujourd'hui ou les accélérateurs qui expliquent ces différentes finalement évolutions, en tout cas pas au même rythme ?
Pas au même rythme parce que les contraintes ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les ambitions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Pour revenir au cas de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, entreprise coopérative et mutualiste qui a des valeurs de responsabilité, de solidarité, d'égalité de longue date. Lorsque la loi Pacte a été votée, nous nous sommes évidemment posé la question de savoir si nous allions adopter une raison d'être, si nous allions devenir entreprise à mission. Le fameux purpose. Oui, mais en même temps, lorsqu'on a fait le choix, on s'est dit ce choix doit avoir du sens. Alors ça a forcément du sens dès lors qu'on n'a pas révolutionné notre mode de fonctionnement parce que la satisfaction du client, le bon fonctionnement et notamment un certain fonctionnement démocratique de nos instances était déjà là. Mais on s'est dit on doit aller au-delà, on doit vraiment optimiser cela. Et sur des sujets qui sont des sujets en rapport évidemment avec l'environnement, avec la société, on s'est tout de suite dit que devenir entreprise à mission ne doit pas être juste une signature. Oui, ou un discours finalement. Ou un discours, exactement. Ça doit être une preuve que nous devons être capables d'apporter régulièrement. Et peu de temps après avoir opté pour le statut d'entreprise à mission, on s'est fixé un certain nombre d'engagements. Et ces engagements, maintenant, il ne nous reste plus qu'à les tenir. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est des engagements qu'on a pris en public. On n'a pas le choix parce que, comme toute entreprise à mission, nous avons un comité de mission qui nous challenge par rapport à nos missions et plus particulièrement à nos engagements. Et c'est finalement extrêmement fort, extrêmement puissant pour les dirigeants, bien entendu, mais également pour l'ensemble de la communauté, parce que dans notre groupe coopératif et mutualiste, on a une communauté de salariés, 77 000, je le disais tout à l'heure, mais également d'élus mutualistes, ils sont au nombre de 15 000, répartis à travers la France, qui sont pour nous des interlocuteurs, des représentants des sociétaires, des coopérateurs. Alors, est-ce que justement, dans cette transition, il y a des éléments qui sont peut-être parfois sous-évalués, en fait ? Je ne sais pas si... Bon, pour sous-évaluer, déjà, il faudrait mettre une valeur. Donc, nous avons fait le choix, dans l'ensemble de nos missions, de nous orienter vers toujours le développement. Toujours le développement, évidemment, avec le client au cœur de notre projet. Ça semble absolument essentiel. Et ensuite, une mission pour le bien commun. Ça veut dire aussi qu'on doit être un acteur des transformations sociétales. Toute entreprise aujourd'hui a des sujets en termes de management, des sujets en termes de parité, des sujets en termes de diversité. Nous avons fait le choix vraiment de les mettre très, très clairement apparents vis-à-vis de tout le monde dans l'entreprise. Lorsque, il y a 4 ans maintenant, nous avons fait le choix d'inscrire la parité dans les équipes de direction et dans les conseils d'administration de diverses sociétés comme étant quelque chose d'incontournable auquel on doit arriver. On fait prendre cette décision par un conseil qui est très majoritairement masculin. Donc ça veut dire aussi qu'on demande aux personnes qui sont là, ça veut dire dans 3 ans, dans 4 ans, à l'échéance qu'on s'est fixée, vous laisserez votre place. Ou en tout cas, certains nombres d'entre vous doivent laisser la place. Donc ça nécessite une force de persuasion très forte, un engagement très fort, et puis ensuite suivre. Je veux dire, même sur les sujets sociétaux, on peut se fixer des objectifs chiffrés et les regarder. Nous voyons bien aujourd'hui, notamment dans le recrutement, on est un secteur d'activité, la banque et l'assurance, où recruter aujourd'hui des talents n'est pas facile. Ce n'est pas forcément les activités qui font le plus rêver. On n'est plus dans l'entertainment, là. Mais par contre, on voit que le fait d'être entreprise à mission intéresse un certain nombre des candidats qui nous parlent de ça, qui nous demandent de rentrer dans le détail des actions que nous menons, des engagements que nous avons pris. Et c'est pour nous une force
dans la constitution des talents de demain. On parle souvent de Gen Z engagés, justement, et donc là, vous faites écho par vos actions, finalement, à leurs valeurs, aux valeurs de vos futurs talents. Oui, mais c'est vraiment très concret. Quand les équipes de gestionnaires de ressources humaines, lorsque les équipes de recrutement nous parlent de cela, on sent l'importance que ça a, et ils nous disent, mais heureusement qu'on a pris ce tournant, parce que bon, on a d'une manière générale une bonne image. Crédit Mutuel a une bonne image. C'est la banque qui, en France, a la meilleure image auprès de l'ensemble de la population. Mais le fait de pouvoir le renforcer de preuves, d'un vrai cheminement, d'une vraie stratégie, renforce évidemment cette force de l'image. Alors on le voit, on parle de transformation externe, mais aussi interne. Comment on fait aujourd'hui pour concilier finalement les différents intérêts de l'entreprise, des clients, mais aussi des collaborateurs ? Très clairement, on le fait en regardant le long terme. Bon, alors c'est sans doute un peu plus facile quand on est une entreprise coopérative et mutualiste que quand on est une entreprise capitaliste et cotée en bourse, dont les dirigeants ont quand même très régulièrement le regard fixé sur leur cours de bourse. Ça, moi, le cours de bourse, je ne le regarde jamais, tout simplement parce qu'on n'en a pas. Donc ça nous permet effectivement de travailler dans la durée, de travailler sur le long terme. Ce qui est très important parce que ainsi, les engagements qu'on prend, on les prend, on sait qu'il y aura des conséquences. Je vais donner deux exemples qui sont liés à des choix qu'on a faits liés à l'environnement. En février 2020, c'était juste avant qu'on rentre dans la crise sanitaire, nous avons décidé de céder tous les portefeuilles que nous avions où il y avait encore des implications dans le charbon. C'était dans nos activités de banque de financement et d'investissement, bien sûr, pas dans la banque de détail. Ça a eu un coût clair. Et donc, je veux dire, lorsque vous présentez ça à votre conseil d'administration, il vous dit et quelles sont les conséquences financières. On a donné les conséquences financières. À court terme, elles étaient négatives. Sur le long terme, je n'ai pas de doute que c'est un choix important. Lorsque, en début 2022, nous avons décidé de ne plus financer le moindre investissement qui permette d'augmenter des productions, les capacités de production en hydrocarbures, en pétrole, en gaz. Nos équipes, et notamment nos équipes de banque de financement et d'investissement, ont dit mais vous allez nous couper une partie de nos activités, vous allez nous couper une partie de nos revenus. Oui, nous le savons. En même temps, vous allez chercher à travailler dans d'autres secteurs, et notamment dans les secteurs plus vertueux. Et ce manque à gagner qu'on a aujourd'hui, il sera positif demain, parce que c'est un investissement que nous faisons. C'est un investissement que nous faisons, bien sûr, pour le bien commun, mais aussi pour la réputation de l'entreprise. Et l'entreprise de demain sera obligatoirement une entreprise vertueuse. Et notamment lorsqu'on est dans une activité comme celle de la banque, lorsqu'on finance les investissements, lorsqu'on finance l'économie, on a un moyen fort d'agir. Nous mesurons bien sûr notre propre empreinte carbone, celle de l'entreprise, mais bon, elle représente moins de 1% de l'empreinte carbone que nous avons à nos bilans. C'est-à-dire l'empreinte carbone des entreprises qui sont nos clients, soit parce qu'on leur a accordé des crédits, soit parce qu'elles ont des obligations, soit parce que même nous avons des actions en portefeuille. Et c'est là que nous pouvons agir et que nous agissons. Nous sommes également, parce que nous avons une activité de gestion, de société de gestion pour compte de tiers, donc on est présent dans de nombreuses assemblées générales de sociétés, y compris de sociétés cotées. On peut avoir une influence dans le vote en AG, mais avant le vote dans l'AG, dans le dialogue actionnarial que nous pouvons avoir avec les dirigeants. Alors justement, est-ce que c'est plus facile en tant que groupe coopératif ? Si je vous disais non, je mentirais. Bien sûr que c'est plus facile, parce que ça correspond à notre ADN, parce que ça correspond à nos gènes, et donc c'est certainement plus facile. Mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer le sujet.
Nous sommes une entreprise qui a un fonctionnement démocratique. Lorsque nous prenons des décisions de ce genre, il faut que nous en référions aux représentants des sociétaires qui ont élu des administrateurs. Il faut leur expliquer ce que nous faisons, il faut les faire adhérer. On n'a pas le risque d'avoir en face de nous des actionnaires qui vont dire oui, mais mon dividende va baisser. Par contre, on a d'autres responsabilités. Et quand je vous parlais tout à l'heure du sujet de la parité, lorsqu'on aborde ce sujet, on a en face de nous une population qui justement aujourd'hui n'est pas paritaire. Et donc, il faut lui faire accepter, mais elle le comprend bien, parce que ça correspond à ses valeurs également, et parce qu'elle comprend que le sens de l'histoire est bien celui-là. Toujours cette vision long terme qu'on n'oublie pas, mais avec des actions quand même aussi très concrètes sur le court terme. On va passer sur le volet entreprise à mission. Vous l'avez évoqué, vous avez fait le choix de devenir entreprise à mission en 2021. En quoi ça consiste et surtout quel impact concret ça a dans l'expérience client ? Dans l'expérience client, on peut penser que ce n'est pas le cas. Et pourtant, une de nos 5 missions, on a retenu 5 missions, est vraiment de mettre le client au cœur du dispositif et on s'engage à utiliser la donnée dans l'intérêt du client. Et donc pour nous, ça c'est aujourd'hui un marqueur qui est extrêmement fort. Tout à l'heure, on parlait de l'IA. Évidemment, dans une entreprise comme la banque qui manipule énormément de données, c'est même le cœur de notre métier aujourd'hui de gérer de la donnée, l'IA arrive en force. Et nous, on n'a pas attendu 2023 pour s'y intéresser. Ça fait 4 ou 5 ans que notamment on a adopté Watson de chez IBM, qui est vraiment une forme qui est très utile à nos collaborateurs et qui permet d'augmenter leur productivité. Je reviens à l'IA et notamment à l'IA générative. C'est un point qui aujourd'hui nous intéresse au premier lieu. Et nous voulons surtout, dans la logique de ces engagements que nous avons pris, veiller à ce que l'IA soit utilisée dans le respect de l'éthique. Bien entendu, il y a des règles qui sont en train d'être établies, notamment avec l'IA Act au plan européen, mais nous voulons aller plus loin. Et nous avons confié à notre comité de mission, nous avons un comité de mission, comme toute entreprise à mission, présidé par Fleur Pellerin, de travailler sur ce code d'éthique de l'IA que nous adopterons, je pense, d'ici le mois de janvier 2024, donc à échéance brève, et qui sera pour nous la ligne de conduite dans le domaine de l'utilisation des données, de l'utilisation de l'ensemble de l'IA. On est effectivement sur cette protection des données, cet usage à bon escient. Éviter aussi l'effet black box, on va dire, de l'utilisation de l'algorithme où on ne peut pas après comprendre, justifier certaines actions. Bien entendu, et ça c'est une vraie question éthique. Alors, peut-être un dernier élément, le point sur le dividende sociétal que vous avez lancé cette année. Qu'est-ce que c'est exactement et quelles sont encore une fois les conséquences directes d'un point de vue client ? Moi, je reste customer-centrique. Bon, mon précédent rendez-vous était avec quelqu'un qui est à la fois un gros client et un très gros partenaire de l'entreprise. Et on parlait des résultats du groupe et des bons résultats du groupe. Et le directeur général me disait, mais qu'est-ce que vous faites de ces résultats ? Bon, notre résultat de l'exercice 2022 a été de 3,5 milliards d'euros de résultats nets. Je dis oui, comme entreprise coopérative, on ne distribue pas à nos actionnaires, bien entendu, mais nous avons donc fait le choix, depuis le début de l'année, et on l'applique sur les résultats 2022 en 2023, de créer, d'impulser le dividende sociétal. Le dividende sociétal, c'est dans notre logique d'entreprise à mission, d'aller au bout de cette logique d'entreprise à mission et d'affecter 15% de notre résultat chaque année dans ce dividende qui doit servir, qui doit mettre la performance au service du bien commun. Et le bien commun, on le définit comme étant essentiellement des actions à mener dans le sens de la protection de la planète, de la transition écologique et sur les sujets de solidarité et de vitalité des territoires. 15%, ça fait 525 millions d'euros sur 2023. J'espère qu'en 2024, on sera à peu près dans les mêmes niveaux. Ça sera fonction des résultats de 2023.
avec 3 volets spécifiques. Un premier volet qui est un volet d'investissement dans des entreprises, d'investissement dans des projets. Et contrairement à ce que font les investisseurs habituellement, notre critère de décision sera simplement l'impact environnemental et ou sociétal de notre investissement en fonds propres. Le deuxième volet, ce sont des actions que nous menons au profit de nos clients pour les inciter à avoir des démarches vertueuses. Par exemple, nous voulons inciter nos clients à se déplacer avec des moyens de mobilité douce plutôt qu'en voiture. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? On leur propose tout simplement un prêt à 0% pour leur permettre d'acheter leur vélo. Le fameux vélo électrique. Voilà, c'est un exemple. Nous soutenons la vie associative sur les territoires. On est la première banque des associations de proximité. Nous avons décidé de leur offrir la prestation de banque, la carte bancaire, la banque à distance, le conseiller à partir du mois de septembre dernier. Et c'est vraiment montrer en solidarité ce que nous faisons. Et puis on a un troisième volet qui est un volet de mécénat. Un mécénat que nous pouvons réaliser à la fois en proximité, dans chacune de nos caisses locales de Crédit Mutuel, mais également sur des opérations plus grosses. Et ça, nous le faisons avec la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale que nous avons créée. Et nous avons, par exemple, début septembre, décidé et annoncé un plan d'aide alimentaire aux associations, notamment les Restos du Cœur, les banques alimentaires et la Croix-Rouge, de 17,5 millions d'euros. Voilà, de manière concrète, mais dit très rapidement, ce qu'est notre dividende sociétal. Et bien, merci Daniel. Juste une dernière question avant qu'on se sépare, là tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour les mois ou l'année qui arrive ? On peut souhaiter que nous continuions à être particulièrement utiles vis-à-vis de nos clients. Ça, c'est la première chose et c'est vraiment au cœur de notre priorité. Si on a juste 2 secondes, nous avons fait une consultation auprès de l'ensemble de nos salariés dans le cadre de la construction de notre nouveau plan stratégique. Et ce qui est revenu en force, c'est le client au cœur du projet. C'est quand même bien que l'ensemble des collaborateurs soient bien convaincus de ça. En tant que dirigeant, je le suis évidemment, mais c'est important que ça vienne également de là. Et qu'on se rappelle finalement à chaque action qu'on porte auprès de tous les collaborateurs. Exactement. Merci beaucoup Daniel, merci.